Allez, autre sujet important sur lequel nous reviendrons notamment avec Olivier Faure et Boris Vallaud dans la troisième séquence, la question des déserts médicaux. Et nous avons la chance d'avoir dans nos rangs un des plus jeunes maires de France. Il se trouve qu'il est aussi médecin et qu'il exerce dans l'Aisne, lieu qui ne regorge pas de médecins. Nous sommes allés le filmer chez lui et on se retrouve juste après ça. Je m'appelle Thomas Hennequin, j'ai 26 ans et je suis maire de Montcornet dans l'Aisne, et également interne médecin des hôpitaux au centre hospitalier universitaire. Montcornet est une petite ville rurale de 1500 habitants qui se situe dans un département qui lui aussi est frappé par la problématique de la démographie médicale. À titre d'exemple, l'hôpital le plus proche se situe à environ 40 minutes de route d'ici. Autant dire que les personnes qui souffrent de la problématique de la mobilité ne peuvent pas avoir facilement accès aux soins. À cette problématique s'ajoute aussi celle d'accès aux soins primaires, et avec le départ de médecins généralistes qui sont souvent pas ou peu suffisamment remplacés dans nos territoires ruraux. Comment attirer de nouveaux médecins sur le territoire? Comment aussi faciliter l'accès aux soins spécialisés? Je pense notamment à l'ophtalmologiste, au gynécologue, afin que la ruralité ne soit pas un handicap, mais reste un atout où la promesse républicaine puisse elle aussi s'y épanouir. Merci Thomas Hennequin, médecin donc et maire dans le département de l'Aisne. Alors, pour notre second plateau, nous allons évoquer la question de la santé et des territoires. On a vu à quel point, avec la crise du Covid notamment, les élus locaux s'estimaient légitimes, on le voit tous les jours dans l'actualité, à jouer un rôle en matière de santé. Alors, pour aborder ces sujets, nous avons demandé à Dominique Demangel de venir nous parler. Dominique a été maire adjointe du 18e arrondissement à la santé. Et elle a été aussi pendant quelque temps présidente du conseil de surveillance de l'hôpital Nord-Val de Seine, qui comprend notamment, je crois, Bichat, Beaujon, enfin des gros hôpitaux du nord de Paris. Première question. Pendant cette pandémie, on a donc beaucoup entendu d'élus locaux, de toute obédience d'une part, et puis de tout niveau de collectivité par ailleurs, se plaindre d'une absence de dialogue avec l'État. Alors, ça a été évidemment flagrant sur la crise sanitaire actuelle, mais de manière plus générale, c'est quoi la relation entre l'État et les collectivités locales ? Bonsoir. Alors, bon, il faut nuancer un peu les choses, hein. Il y a des endroits où ça s'est pas bien passé, il y en a d'autres où le dialogue était quand même plus fourni, hein. Mais globalement, si ça s'est mal passé pendant la crise, s'il n'y a pas eu de dialogue, c'est parce qu'il n'y avait pas de dialogue avant. C'est parce qu'il n'y a pas d'organisation de ce dialogue. Donc en fait, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps, on a eu un investissement de plus en plus important des élus locaux dans les problématiques de santé, de façon d'ailleurs légitime, hein. Ils ont répondu aux attentes, aux questionnements, aux interrogations de leurs administrés. Et donc, ils ont investi, comme on vient d'avoir le témoignage ici, sur le fait d'avoir des ressources de santé, donc de faciliter l'implantation de centres de santé, de maisons pluriprofessionnelles. Ils ont aussi investi dans des actions de prévention très souvent, et puis dans des actions aussi d'accompagnement, par exemple, d'accompagnement du retour à domicile, d'accompagnement des personnes âgées, etc. Donc c'est un investissement important. Et par ailleurs, cet investissement, il est de plus en plus large, puisque la plupart des politiques locales aujourd'hui ont un impact sur la santé. Si on raisonne en termes de santé au sens le plus large, celui du bien-être, tous les projets d'urbanisme ont un impact direct sur la santé. L'organisation du trafic en centre-ville, c'est un problème de santé. La cantine scolaire, je parle pas, c'est un problème de santé. Donc, ce qui veut dire que la plupart des politiques locales aujourd'hui doivent inclure un volet. Alors, c'est pas encore tout à fait le cas, mais ça vient de plus en plus. Les évaluations de l'impact santé de l'ensemble des projets d'urbanisme s'est développé dans nombre de collectivités. Et par ailleurs,
les élus locaux sont les plus à même aussi d'organiser une forme de démocratie sanitaire. Ils participent à l'organisation de cette démocratie sanitaire par le dialogue avec d'autres acteurs locaux qui ne sont pas directement des acteurs de santé. Les conseils locaux de santé ou les conseils locaux de santé mentale, c'est un dialogue avec des acteurs et avec des habitants. Pour la santé mentale, je citerai notamment tous les bailleurs sociaux. Or, les bailleurs sociaux sont bien évidemment des acteurs qui ont un impact direct sur la santé de l'ensemble des familles, sur les systèmes d'aération, sur les systèmes de chauffage, sur les systèmes d'isolation, etc. Donc, globalement, cet investissement de l'ensemble des acteurs locaux, il se traduit aujourd'hui par le fait que eux disent eh ben, tout ça c'est bien, mais l'État organise la politique de santé, certainement de façon extrêmement rationnelle, mais il faut qu'il y ait un dialogue avec nous. Donc, je crois que ce sujet a fait l'objet de réflexions avec deux niveaux. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir des plans locaux de santé, que ces plans locaux de santé soient élaborés avec la remontée des priorités du terrain, telles que je viens de les rappeler, et peut-être qu'ils soient débattus et qu'ils soient adoptés par les assemblées locales. Donc ça, c'est un premier outil, je pense, qu'on pourrait avoir. Et puis, le deuxième, c'est de voir après quelle est l'articulation avec l'État. Je pense que le bon niveau pour avoir une articulation avec l'État, c'est celui de la région. Parce que la région, elle, peut dialoguer avec l'ensemble des collectivités, notamment avec les départements qui ont en charge toute la politique sociale, et faire remonter effectivement un plan régional de santé avec une articulation avec l'État. Alors, il n'est pas question de remettre en cause la compétence de l'État, et notamment le fait... Il y a quand même des gens à droite, je pense que Valérie Pécresse, voilà, il y a quelque temps... Oui. qu'elle s'est non pas déconcentrée, mais décentralisée. Oui, oui, alors absolument, absolument. Donc ça, c'est un sujet important parce que le rôle de l'État, c'est d'assurer l'égalité entre les territoires, donc une solidarité nationale sur les moyens au niveau national. Et donc ça, je crois qu'il ne faut absolument pas remettre en cause cet élément-là, parce que je rappelle que l'égalité sanitaire, ou plus exactement les inégalités sanitaires, ce sont des inégalités sociales, très clairement, il y a une superposition. Tu parlais de cette articulation entre État et territoire, et pendant le précédent quinquennat, le gouvernement a beaucoup agi en faveur de cette articulation, et notamment avec les différents professionnels des territoires. Je pense aux communautés territoriales professionnels de santé et aux groupements hospitaliers de territoire, ou encore au lien entre médecine de ville et hôpital. Alors d'abord, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que ça veut dire? Parce que je suis pas sûre que ça soit hyper clair pour tout le monde. Et pour améliorer ces dispositifs, est-ce qu'on peut encore faire un certain nombre d'actions sur cette articulation? D'abord, une première remarque, c'est que la notion de territoire de santé au niveau du bassin de vie est légitime. Un territoire de santé, c'est le bassin de vie, c'est là où l'ensemble des habitants vont pouvoir trouver dans des distances raisonnables des ressources en termes de santé. Donc ça, c'est un élément à la fois de distance, de vie, qui est extrêmement important. Alors c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de propositions qui étaient des propositions de dialogue entre les professionnels de santé. Donc l'idée qui avait été la nôtre à ce moment-là, qui était promue par Marisol Touraine, était de dire les professionnels de santé ne se parlent pas de façon naturelle, donc c'est bien qu'on puisse les réunir, quel que soit leur statut. Et c'était ça, effectivement, l'originalité, que ce soit des professionnels, le pharmacien, le généraliste, le représentant de l'hôpital, et qu'ils puissent ensemble échanger sur le territoire et sur les priorités pour le territoire. Donc, les communautés professionnelles de territoire se sont développées. Il n'y en a pas encore partout, mais c'est un outil extrêmement important. Et je crois qu'il faut continuer à développer ces communautés professionnelles parce que c'est un instrument
de construction d'une offre un petit peu formalisée au niveau local. Donc ça, je crois que c'est très bien. Et alors, il y a un deuxième outil auquel on peut réfléchir, qui est l'articulation entre l'hôpital et la médecine de ville. Bon, alors je sais bien, c'est un débat qui n'est pas nouveau, hein, bon, mais il progresse aussi, là. Je ne voudrais pas parler de mon expérience personnelle, mais quand on installe une maison de santé pluriprofessionnelle avec des praticiens libéraux dans l'hôpital, qui donc va pouvoir mettre en place des protocoles, travailler avec l'hôpital, là, on progresse effectivement vers ce dialogue. Et donc ça, je crois qu'il faut le développer. Il faut développer aussi le fait qu'il peut y avoir des urgences de ville de premier niveau qui vont s'articuler avec les urgences de l'hôpital et qui, avec la permanence des soins, peuvent permettre aussi un suivi beaucoup plus important des patients. Alors, tu viens de parler de l'hôpital public. Alors, on va dire un mot quand même de l'hôpital public. D'abord, peut-être sur la partie ressources humaines, quoi, les personnels. On a déjà eu des débats au Parti socialiste ces derniers mois sur la question de l'hôpital public. Mais peut-être faire le point à la fois sur la question des personnels et puis la question des lits, comme il y a toujours un débat autour de la quantité de lits à l'hôpital. Donc peut-être faire un point là-dessus avant de faire réagir Claude et Antoine. Alors, peut-être quand même une notation, c'est que pour moi, pour nous, l'hôpital, c'est le lieu d'excellence de la santé publique. Et donc, il doit fonctionner et s'articuler sur des priorités de santé et non pas dans une perspective de management, de politique managériale qui a été un petit peu celle mise en place à la fin des années 2009-2010. Donc ça, je crois qu'il faut quand même le rappeler parce que la situation actuelle de l'hôpital, elle résulte aussi de cette approche managériale qui, pour moi, n'est pas une approche de santé publique et l'hôpital doit être le vaisseau un peu amiral de cette proposition. Alors, sur les personnels, bon, il y a eu la revalorisation du Ségur de l'été dernier, hein, mais enfin, je rappelle quand même qu'il a fallu la pandémie pour qu'on arrive là. On n'est pas encore tout à fait au niveau pour l'ensemble des professionnels de santé de l'hôpital, des autres pays développés, des autres pays de l'OCDE. On est encore en retard par rapport aux rémunérations des professionnels de santé des autres pays. Et c'est très important qu'on puisse rattraper ce retard parce que ça permettra de recruter. Aujourd'hui, on a des vacances de poste de manière extrêmement importante. Et donc, le fait d'avoir des effectifs repose sur ces revalorisations et repose aussi, et ça pose aussi le problème de la qualité de vie au travail des professionnels de santé qui est extrêmement difficile. Alors, bon, il est encore plus difficile pendant la pandémie, mais qui est globalement très difficile. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Il ne faut pas que l'hôpital public se trouve dans une situation de concurrence défavorable avec des établissements privés non lucratifs qui, aujourd'hui, recrutent et rémunèrent encore à un niveau un peu supérieur à celui de l'hôpital public. Mais, alors, oui, pardon. J'allais te remercier. Parce que... J'allais dire un mot des lits, si vous voulez. Peut-être un tout petit mot, sur les lits, parce qu'on en parle beaucoup. Là aussi, la politique sur les lits, jusqu'aux dernières années, ça a été une politique de la règle à calcul. Hein. Donc, ça fait tant de lits supprimés. Alors, on voit bien aujourd'hui que les besoins en santé publique doivent s'exprimer en fonction, enfin le nombre de lits fait partie de la manière dont on répond aux besoins de santé publique. Alors, on a bien vu qu'on avait effectivement des besoins extrêmement importants de lits de réanimation, par exemple, ça me paraît clair. Est-ce que l'objectif c'est 10 000 ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un besoin. On a aussi beaucoup supprimé de lits en santé mentale au cours des années. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi regarder ça ? Et puis, il y a l'aval des urgences aussi, qui est un sujet sur lequel... Alors, je crois qu'aussi, il faut réfléchir à tout ce que seront les modalités de prise en charge aussi demain de l'hôpital. Donc, comment on articule l'ambulatoire
avec l'hôpital, et notamment avec la nécessité peut-être aussi d'avoir des lits qui ne sont pas nécessairement des lits hospitaliers, mais qui sont des lits à côté de l'hôpital, qui sont des hôtels hospitaliers, qui permettent aussi d'accompagner, par exemple, le développement de l'ambulatoire. Et ça, je pense que ce serait un élément important. Et pour finir, peut-être, puisque je vois qu'on nous presse, je pense que ce sujet des lits doit faire intégralement partie du projet d'établissement qui doit être débattu par, bien sûr, la communauté hospitalière, mais aussi avec les élus locaux et avec les usagers, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Merci Dominique. On a pris effectivement un petit peu de retard. Les résultats du sondage que nous avons lancé, un des sondages que nous avons lancé sur les réseaux sociaux, sur l'installation des jeunes médecins. La question était la suivante. Pour lutter contre les déserts médicaux, pensez-vous que l'on doit imposer aux jeunes médecins de s'installer dans certains territoires? Vous avez répondu oui à 61% et donc non à 39%. Maintenant, on passe au contrepoint de Claude. Mais on va demander à Antoine et à Claude de réagir à ça, parce que, en fait, une des propositions du projet qui sort aujourd'hui, c'est effectivement d'imposer un peu plus que ça n'a été dans le passé, l'installation, le lieu d'installation des étudiants et une obligation d'être au moins pendant 5 ans dans tel ou tel territoire en fonction des besoins. Donc cette proposition, qui est une proposition forte, puissante, j'allais dire, est forcément un peu polémique. D'ailleurs, on voit qu'y compris dans le sondage, les avis sont partagés. 2 réactions très rapides, d'Antoine d'abord et de Claude ensuite. Alors la réaction, c'est évidemment de considérer qu'il y a un besoin vraiment réel de lutter contre les déserts médicaux. On s'est donné comme objectif d'essayer de les supprimer à 10 ans, parce que c'est un principe républicain que tous les habitants puissent avoir accès à une médecine de qualité. Après, c'est quels sont les moyens. Et donc, il faut réaffirmer toutes les politiques d'incitation qu'il faut poursuivre. Il faut poursuivre également les constructions de maisons de santé, développer des emplois salariés. Les médecins sont demandeurs de nouvelles pratiques. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Et il y a une forte demande, effectivement, des citoyens, des élus locaux, d'agir sur l'installation des médecins. Je pense qu'on peut dire, on a proposé de restreindre l'installation, en tout cas le conventionnement des médecins dans les zones où il y a déjà beaucoup de médecins dans une spécialité donnée, par exemple. Mais on peut aller plus loin en l'organisant, parce que je sais que c'est compliqué au niveau, en tout cas, pour le parcours des étudiants et ensuite des médecins. Organiser effectivement des installations transitoires pour une période donnée de 5 ans, par exemple, dans des régions où on en a vraiment besoin. Et ça, évidemment, c'est le dernier recours, mais effectivement, aujourd'hui, les autres systèmes n'ont pas vraiment fonctionné suffisamment. Alors, c'est un sujet majeur, l'accès aux soins, effectivement, sur le territoire. Et je dirais qu'il y a 2 logiques. Et elles sont légitimes, ces 2 logiques sont légitimes. Il y a la logique des élus, en disant... Nous, on a essayé les mesures incitatives et on voit que ça ne marche pas, que les gens n'arrivent pas à voir un généraliste, ils mettent 3 mois pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo et on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, il faut des mesures plus coercitives pour permettre aux gens d'avoir accès à leurs généralistes et leurs spécialistes. C'est une logique de terrain qu'on peut comprendre. Il y a aussi celle des médecins qui disent « Nous, on a un contrat avec l'État ». On a la liberté d'installation, la liberté de prescription, et là, vous voulez changer les règles du jeu. Et donc, eux sont dans cette logique-là. Et là, on a une sorte de guerre de religion entre la logique des élus et la logique des médecins. Et d'autant plus que les médecins qui ont un rapport de force plutôt favorable disent de toute façon, on a des stratégies de contournement, on fera des remplacements, on ira travailler en médecine salariée, on ira dans l'industrie pharmaceutique, et de toute façon, vous savez très bien que dans le passé, tous les gouvernements de droite ou de gauche ont reculé. Et c'est vrai que quand les internes, les médecins descendent dans la rue, tous les gouvernements reculent et il n'y a rien de pire que de proposer une mesure et de reculer après. Donc par rapport à ces 2 logiques, il faut en sortir. Alors là, il y a des propositions qui sont faites, elles sont au débat, effectivement elles sont concrètes, mais je pense qu'il faut aussi proposer, comme le disait Antoine, les maisons de santé pluridisciplinaires, et je pense qu'il faut être positif. Je vais donner un exemple. En Saône-et-Loire, qui est un conseil départemental de droite, ils ont décidé d'ouvrir des centres de santé salariés avec des antennes sur tout le territoire.
Les médecins sont salariés 4 000 à 6 000 euros net par mois pour 35 heures. Et donc, il y a des dizaines de jeunes médecins qui sont venus effectivement s'installer. Maintenant, ils ouvrent aux spécialistes. Et donc, ce département dirigé par la droite est en train de développer les centres de santé. La même chose en Corrèze. Maintenant, plusieurs départements sont en train de faire la même chose. Donc, les choses sont en train de bouger. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est important. Et moi, je voudrais terminer à titre personnel. Comme c'est très à la mode, pourquoi on ne ferait pas une conférence nationale citoyenne d'accès aux soins associant les élus, les professionnels de santé et les usagers pour sortir de cette guerre de religion entre incitation, coercition, élus d'un côté et médecins de l'autre. Merci, merci Claude d'avoir apporté ces précisions, mais on y reviendra une fois de plus avec Olivier Faure et Boris Vallaud dans la dernière partie du débat.